tous, bienvenue pour ce On refait la semaine un peu particulier puisqu'il s'inscrit dans la grande journée spéciale de mobilisation Tzedaka Israël by Kalita. Bonjour Marc Eisenberg. Bonjour. Vous êtes entre autres le président de Kalita. En Israël, plus de 1000 familles d'Olim francophones, français mais pas que français, canadiens pour certains et suisses, vivent sous le seuil de pauvreté. Des centaines d'enfants, des personnes âgées sont concernées. Ils sont pour la plupart démunis, voire isolés, en but aussi à des handicaps. Ils sont en souffrance, bref, il faut les aider. C'est de cette prise de conscience qu'est née votre volonté, à la tête de Kalita, d'organiser cette première Tzedaka Israël. Absolument. On a créé Israël Kalita pour répondre à un certain nombre de demandes des Olim français, des associations françaises en Israël qui s'occupent de l'intégration des immigrants, et nous avons commencé par essayer de faciliter un certain nombre de démarches administratives. On a travaillé sur la reconnaissance de diplômes, comme pour les dentistes et les pharmaciens qui ont bien évolué. Ensuite, on s'est occupé d'emploi, en se rendant compte qu'il y avait un vrai problème d'emploi pour les Olim récents francophones en Israël. Et je n'avais pas mesuré, lorsqu'on a fait tout ça, qu'on nous a expliqué que simplement Kalita réunissait sous son aile l'ensemble des organisations. C'est ce qu'on appelle une association ombrelle ou parapluie. Exactement, une association ombrelle qui parle comme ça auprès des pouvoirs publics d'une seule voix, comme le font les Russes, les Éthiopiens, les Américains, pour avoir plus de force. Néanmoins, je n'avais pas mesuré à quel point le problème de la pauvreté, dû souvent à des accidents de la vie, parfois à une alia mal ou insuffisamment préparé, était majeur en Israël, et qu'on avait des milliers de personnes qui vivent effectivement sous le seuil de pauvreté et qu'il convient d'aider. Alors on va venir justement à l'analyse avec vous de cette polarisation sociale qui s'accroît quand même en Israël. Une étude révélait qu'il y a à peu près 25,6% des individus, des citoyens israéliens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est un peu plus d'un quart de la population, c'est pas négligeable dans un pays qui par ailleurs connaît une croissance exponentielle et florissante, 8e puissance mondiale désormais, hub technologique au Moyen-Orient, mais il y a des pauvres. Et avant de venir à l'analyse, disons, de ce phénomène, est-ce que vous pouvez nous dire encore un mot sur le rôle civique important que joue aujourd'hui Kalita, que vous avez fondé il y a quelques années? Vous travaillez donc avec un certain nombre d'organisations, vous travaillez avec l'agence juive très étroitement, vous êtes très associé aussi à plusieurs ministères israéliens, notamment le ministère de l'Alia et de l'Intégration, également le ministère de l'Éducation nationale, pour des actions justement à destination des Olim francophones. Je fais juste un bémol. Malheureusement, le ministère avec lequel nous devrions travailler le plus, c'est le ministère de l'Intégration, mais ce ministère est un ministère traditionnellement russe et qui n'accorde pas du tout d'importance aux Français. On a beaucoup de mal à travailler avec eux. En revanche, effectivement, d'autres ministères, comme le ministère de l'Éducation, des municipalités, comme la municipalité de Jérusalem, de Tel Aviv et de Netanya, nous aident concrètement, notamment pour ce qui est emploi. La mairie de Tel Aviv nous a donné en jouissance des locaux dans lesquels nous avons une maison de l'emploi. À Jérusalem, nous recevons des subventions de la mairie. Et effectivement, on a réussi à placer aujourd'hui plus de 500 personnes en contrat à durée indéterminée dans des travaux, dans des jobs qui sont des jobs pérennes. On ne parle pas de call center, et effectivement ça modifie déjà la vie de plusieurs milliers de personnes. Alors Kalita donc est au cœur, disons, de l'intégration des Olim. Est-ce qu'on peut dire un mot justement de l'intégration dans sa globalité? Est-ce qu'elle se passe mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années, ou est-ce que ça reste pour beaucoup de personnes issues de France et des pays francophones, j'allais dire un parcours du combattant, si vous m'autorisez l'expression, Marc Eisenberg? D'un côté, l'État d'Israël fait des choses magnifiques pour les immigrants et fait plus aujourd'hui qu'il ne faisait il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et on aide les Olim. Maintenant, quand vous faites cette transformation totale de vie, qui consiste à aller vivre en Israël avec une nouvelle culture, il y a une partie de la LIA, ce sont des gens qui ont des ressources financières et qui vont pouvoir s'adapter, prendre le temps qu'il faut pour comprendre la façon dont fonctionne la société israélienne. Mais vous avez une partie importante qui représente à peu près la moitié de la LIA française, qui sont des gens qui n'ont pas d'argent quand ils partent en Israël. Et malgré l'aide de l'État d'Israël, ça reste
très difficile pour eux. Ça reste difficile pour eux. Et le problème qu'on rencontre, c'est que cette population-là n'est pas du tout à l'abri des accidents de la vie. Autrement dit, si tout va bien, on se débrouille. Mais s'il arrive un événement, j'ai monté ma société, elle a fait faillite, un divorce dans une famille, tous ces cas-là ont des conséquences dramatiques. Je vous donne un exemple d'une femme qu'on a rencontrée il y a quelques jours, qui nous dit que malheureusement, elle n'arrive pas à avoir de quoi donner à manger à ses enfants tous les jours de la semaine. Pourquoi ? Elle a 5 enfants, elle a divorcé, et son mari ne paye pas la pension alimentaire. Elle travaille, mais pour un salaire très faible, parce qu'elle n'a pas de qualification particulière qui intéresse la société israélienne. Alors je lui demande, bien naturellement, vous êtes aidé par ce qu'on appelle la revacha, par une municipalité, par des caisses d'aide sociale. Elle me répond, pas du tout, je suis pas inscrit là-bas, je ne veux pas. Vous voulez pas recevoir l'argent ? Non, il faut pas. Et après l'avoir fait parler, on a compris pourquoi. Elle a peur que si elle s'inscrit et qu'elle reçoit cette aide, ils vont lui retirer ses enfants, compte tenu de la disproportion entre ses revenus et ceux dont les enfants ont besoin. Donc, vous voyez, là, le divorce est la goutte d'eau qui fait qu'une situation déjà difficile devient totalement impossible. Alors, vous êtes israélien, mais vous vivez entre la France et Israël. Vous avez grandi aussi en France, dans une famille française. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a aussi, par-delà la question économique, j'allais dire, une adaptation culturelle à faire quand on fait son alia ? On vient d'un pays, tout le monde le sait, où l'État social est très développé, presque aussi développé, disons, qu'au Danemark, qui est le champion mondial. C'est l'État-providence, qui a été construit en 1945. C'est le programme du Conseil national de la résistance. Les Juifs français sont profondément français de ce point de vue-là aussi. Quand ils arrivent en Israël, c'est un système, disons, plutôt anglo-saxon. Est-ce que ça peut les déphaser ? Ça les déphase. Et puis, objectivement, les aides sociales qu'ils reçoivent en Israël n'ont rien à voir avec les aides qu'ils reçoivent en France, ce qui se comprend. Israël est un petit pays jeune, un pays qui consacre malheureusement, obligatoirement, une proportion importante de son PIB à la défense, à l'armée, et donc ne peut pas, par définition, être aussi généreux que ne l'est le système français. Donc, effectivement, il y a un problème. Et je voudrais revenir un mot sur votre question sur l'intégration. Aujourd'hui, il y a un problème de pauvreté, et puis un problème d'intégration plus générale, qui est que les Français restent avec les Français et ne s'intègrent pas assez dans la communauté nationale, mais c'est encore un autre sujet. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, Israël, par certains côtés, est une nation kaléidoscope, avec une identité israélienne très forte, mais on peut dire des communautés à l'intérieur, la communauté russe, la communauté éthiopienne, la communauté française, qui continuent à exister, même dans le creuset israélien commun. Et c'est la raison pour laquelle malheureusement, les politiciens israéliens aident leur communauté et ils réfléchissent à court terme. Pour employer des mots un petit peu sévères, il y a une forte tentation de clientélisme dans la vie politique israélienne. Il n'y a pas aujourd'hui de députés français d'origine française à la Knesset. Donc c'est la raison pour laquelle on a besoin de tout le monde pour changer la situation et à minima pour aider ces familles qui sont dans le besoin, notamment à cause d'accidents de la vie. Alors nous sommes le 8 mars 2020, on refait la semaine continue avec vous, Marc Eisenberg. Vous êtes entre autres président et fondateur de Kalita. C'est la journée spéciale Tzedaka Israël by Kalita, relayée sur les ondes des radios françaises. Nous sommes sur Radio J pendant encore 40 minutes ensemble, Marc Eisenberg. On évoque justement cette grande opération de dons et de collecte de dons. Vous avez réussi dans l'organisation ces dernières semaines de cette journée spéciale, vous avez réussi à avoir autour de vous une 60aine de partenaires français et israéliens. C'est une performance. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de beaucoup d'acteurs, de beaucoup d'organismes, d'associations, de la nécessité de participer à cette campagne de collecte. En Israël, il y a beaucoup d'associations qui font un travail remarquable, y compris dans le domaine social, mais qui sont des petites associations. Et ils ne peuvent pas être insensibles à notre discours qui est il faut professionnaliser, il faut organiser tout ça et pérenniser ces actions. Donc l'objectif, effectivement, nous faisons cette première grande journée d'action le 8 mars, qui est la veille de Pourim, mais avec comme objectif d'avoir chaque année
cette date anniversaire et de pousser de plus en plus de personnes en Israël et en France de soutenir cette cause du social. Parce que quand on parle aux uns aux autres, nous avons une communauté généreuse en général, qui donne de l'argent. Ils donnent de l'argent pour des causes magnifiques. Je donne de l'argent pour ma synagogue, je donne de l'argent pour valoriser Israël, pour envoyer des étudiants des grandes écoles non juifs en Israël qui découvrent la réalité, ou des journalistes français pour qu'ils reflètent un peu mieux la réalité d'Israël qui est tellement décriée de dans manière le pays. un peu moins partiale. Voilà. On aide la recherche médicale, on fait beaucoup, on aide l'éducation, évidemment. Et on a peut-être un peu oublié que le premier devoir que nous avons, c'est d'abord d'aider les gens à se nourrir, à se vêtir et à se loger. Et ça, c'est à la fois un commandement de la Torah, répété dans X textes, mais c'est également une obligation sociale. Et on a toujours quelqu'un qui est dans une situation moins bonne que soi. Donc toute personne peut donner 10 euros, 50 euros. Toute personne doit être concernée par ce mouvement de solidarité. C'est notre premier devoir d'aider les gens à manger. Et comment voulez-vous que quelqu'un s'intègre? Comment voulez-vous que quelqu'un fasse une démarche? S'intégrer, ça veut dire avoir des revenus réguliers et un travail qui correspond à ses aptitudes. Comment quelqu'un peut s'intégrer si jamais il ne sait pas de quoi il va nourrir ses enfants le soir? Alors Marc Eisenberg, on va venir évidemment à cette dimension aussi morale, on va dire métapolitique, métaphysique même, de l'exercice de la justice, puisque tzedaka, vous le rappellerez, dans un instant veut dire d'abord justice, mais avant... Et pas charité. Et pas charité, oui, voilà. Ce n'est pas le concept chrétien de charité, de caritas. Mais avant, encore un mot, si vous voulez, sur quelque chose de plus politique. Est-ce qu'il y a selon vous, une responsabilité particulière des juifs français, les citoyens français juifs, pour les olim francophones? Est-ce que ce sont ces olim-là dont ils sont particulièrement comptables? J'ai conscience que tout le monde peut ne pas partager mon opinion. Mais, d'une part, je crois que on a un devoir d'aider tout pauvre, quel qu'il soit, juif ou pas juif, dans le monde. Deuxièmement, en tant que juif, je me sens un peu plus concerné par le devenir des juifs ailleurs, donc j'ai naturellement une solidarité à exprimer. Maintenant, moi je considère que la décision de faire son alia est une décision difficile. Encore une fois, on l'a évoqué, parce qu'on va changer de culture, de règles, et que en dehors des problèmes d'aide sociale, etc., on ne vit pas de la même façon en Israël qu'on vit en France. Vous diriez qu'il faut une forme de courage, aussi paradoxal que cela paraisse. Absolument, il faut une forme de courage pour faire ce saut dans l'inconnu et d'aller en Israël. Et que, dans ce cas-là, notre devoir à nous, c'est que cet alia fait par ces courageux se termine bien, qu'ils puissent vivre correctement en Israël. D'abord, quand ça se termine mal, les effets sont dramatiques. Ça veut dire que ce sont des gens soit qui sont malheureux en Israël, soit qui reviennent en France. Et dans les deux cas, ça entraîne de très nombreux concitoyens juifs qui avaient envisagé de partir, de ne pas le faire, ou de partir aux États-Unis ou à Hong Kong, à la place de partir en Israël. Et ça, c'est dommageable. Ou à Montréal. Ou à Montréal. C'est dommageable. Donc, si j'aime Israël, je sais que le fait qu'il y ait une alia constante, et notamment des juifs français qui sont des juifs éduqués, qui ont une culture importante, qui peuvent apporter et contrebalancer un peu le modèle anglo-saxon que vous avez évoqué, c'est renforcer Israël. Donc, lorsque j'aide ces gens qui sont en Israël, je vais aider une alia future, je ne vais pas détériorer Israël, je pense qu'on a cette responsabilité. Cette responsabilité, c'est celle des Juifs français, c'est évidemment celle de la communauté francophone en Israël, et celle du gouvernement israélien. On doit tous faire ça ensemble pour que ces gens-là soient au moins au-delà du seuil de pauvreté et se sentent bien en Israël. Vous êtes un homme très influent, mais souvent très discret. Une question personnelle, juste au cours de cet entretien, Marc Eisenberg, si vous m'y autorisez, comment, chez vous, s'articule le républicanisme français et votre attachement viscéral et votre engagement très actif en faveur d'Israël?
Je ne vois absolument aucune contradiction. Et en Israël, j'essaye de développer les valeurs de la République française, les valeurs des droits de l'homme. Et en France, j'essaye de donner une meilleure image d'Israël qui correspond à la réalité qui est souvent malheureusement déformée. Alors nous évoquons donc aujourd'hui, en cette journée spéciale du 8 mars, l'Israël Tzedaka by Kalita. 100% des dons seront reversés à l'ensemble des associations partenaires. Oui, ça veut dire qu'il n'y aura aucun frais administratif, aucun frais commercial qui sera prélevé sur les sommes qui seront données. Alors depuis ce matin, on a évoqué déjà avec vous tout à l'heure, avec Rafi Marciano sur Judaïque FM, cette grande opération que vous avez organisée, finalement en quelques semaines. Ça s'est monté très rapidement avec beaucoup d'efficacité du côté de Kalita et de Studio Kalita à Jérusalem, avec vous. L'efficacité se mesurera à la générosité de chacun, alors notamment voilà, dimanche. Est-ce qu'on peut vous demander d'évaluer, disons, le montant que vous escomptez, que vous attendez, que vous espérez à l'issue de cette journée? 1 600 000 euros qui permettrait... En shekels, ça fait... 6 millions de shekels. 6 millions de shekels. Qui permettrait d'aider 1000 familles avec un peu moins de 200 euros par mois, ce qui est à la fois peu, mais beaucoup en Israël pour ces familles, pendant 1 an. Donc, aider une famille pendant 1 an, c'est à peu près 2400 euros. Et notre objectif, c'est aider ces familles pendant 1 an avec ce montant, donc environ 1 600 000 euros. Oui, donc c'est effectivement important. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une mobilisation importante de nos auditeurs. Oui, et surtout que les auditeurs comprennent que pour des montants pareils, un chèque de 20 euros ou de 50 euros est important, et que ceux qui peuvent donner 1000 euros le fassent également. Les deux sont nécessaires. Alors, on le rappelait tout à l'heure, Marc Eisenberg, la Tzedaka, c'est d'abord la justice. C'est un des commandements, d'ailleurs, très important de la Torah. C'est un commandement qui suppose, j'allais dire, d'être annuellement, en quelque sorte, réitéré. Est-ce que vous avez le sentiment que la Tzedaka est suffisamment pratiquée aujourd'hui dans les communautés en général? La Tzedaka est généralement bien respectée et forte dans nos communautés. On dira quand même que si on compare... Dans la communauté française, disons. Hein. Si on compare les dons de la communauté française avec les dons caritatifs américains, les Français donnent à peu près la moitié à revenu égal que ce que donnent les Américains. Mais toutes les situations ne sont pas comparables. En plus, ce que les Français se sont habitués, mais qui est assez exceptionnel, c'est l'aide de l'État pour ces dons caritatifs dont il faut absolument profiter tant qu'ils sont en vigueur. Par exemple, pour cette campagne, je vous rappelle que si vous donnez 100 euros, vous récupérez sur l'impôt sur le revenu 66 euros. Autrement dit, vous récupérez 2/3 de votre don. Préférez-vous payer 100 euros d'impôt à l'État ou préférez-vous payer 2/3 à l'État et 1/3 pour une cause aussi magnifique que l'aide, le soutien à ces familles qui ont eu des accidents de la vie? Alors on va se retrouver après une courte pause en couleur et nous évoquerons la signification religieuse et métaphysique de la Tzedaka. Il y a d'ailleurs dans la belle brochure que Kalita a publiée pour l'occasion, une belle citation de Hillel sur laquelle nous allons revenir. Sur Radio J, on refait la semaine continue et nous sommes en compagnie de Marc Eisenberg qui est président de Kalita, entre autres choses, et philanthrope très engagé dans la communauté. Au cours de cette journée, nous évoquons donc aussi le sens de la Tzedaka. Nous venons de le dire, Marc Eisenberg, ensemble. La Tzedaka, ça n'est pas la charité au sens que cela peut prendre dans la religion chrétienne et notamment dans le catholicisme. C'est d'abord l'exercice de la justice. Est-ce que ça veut dire que, au fond, à l'aune du judaïsme, la justice est aussi laissée aux soins de chacun. Elle n'est pas seulement, disons, la charge des magistrats, elle est la charge de chaque individu en sa conscience. Absolument. On peut remettre en perspective le rapport du judaïsme, de manière générale, avec l'argent, avec la richesse. Contrairement au catholicisme, qui considérait que le fait d'être riche pouvait être un obstacle à être quelqu'un de bien et quelqu'un de respectueux des valeurs morales, le judaïsme n'a pas du tout cette opinion et respecte
tout à fait les riches. D'ailleurs, dans les exemples même de rabbins célèbres qui sont cités à Pessah ou dans la Gemara, il y avait des rabbins extrêmement riches, mais avec la nécessité de considérer que ça n'est pas une finalité, la richesse, mais c'est un moyen pour améliorer le monde et pour aider les autres. Et une des règles les plus importantes de la Torah était la notion du jubilé, tous les 50 ans, qui remettait les compteurs à zéro pour que chacun reparte avec la même chance dans la vie d'avoir une situation correcte et de pouvoir vivre décemment. Et pendant ce temps-là, selon les aléas de la vie, la justice consistait à aider ceux qui avaient eu plus de difficultés à pouvoir assurer un minimum de vie correcte. Donc oui, cette notion de Zaka est très importante, surtout si on la replace à l'objectif général qui est d'améliorer le monde. Il faut déjà améliorer le sort de son voisin. Alors, les juifs, disons, fortunés, ont une responsabilité particulière envers leurs coreligionnaires qui ne le sont pas. C'est ce que je pense. On nous donne la chance. Nous sommes que l'argent, c'est quelque chose qui va et qui vient. Je dirais surtout aujourd'hui, avec des moments difficiles en matière financière, où on peut craindre l'éclatement d'une bulle. Vous avez quelques milliers d'euros à la banque, vous ne savez pas bien ce que ça va donner. En revanche, quand vous participez à ce type d'action, vous êtes créé un capital qui vous permettra peut-être, je vous le souhaite, de rentrer au paradis, au monde futur, dans les meilleures conditions, et vous vous sentirez mieux. Donc je pense que il faut faire quelque chose pour aider les autres, et c'est le bon moment. Il y a une histoire célèbre dans le Talmud entre un roi et un de ses conseillers juifs, qui est décrié par les autres sages du palais, parce que c'était un roi non juif, et qui explique à ce roi que le conseiller le vole, n'est pas honnête, et ils accumulent tellement de rancœur qu'ils arrivent à persuader le souverain de leur récrimination, qui en réalité n'est pas du tout fondée. Le roi reçoit son conseiller et lui dit tu vas aller en prison, mais d'abord je veux que tu me donnes l'intégralité de ta fortune pour pouvoir constater si tu m'as volé ou pas. Donc tu reviens me voir dans 2 jours et tu m'apportes un décompte. Qu'est-ce que tu as comme fortune? Et au bout de 2 jours, le conseiller ne revient pas. 3 jours, 4 jours. Le roi va le faire chercher manu militari. Il revient et il remet une page avec un chiffre. 10 millions de lire, ce qu'on veut. Le roi regarde ça et dit, alors là, tu es un grand menteur, puisque les autres, tous les sages m'ont montré ce que tu possédais comme maison, etc. C'est 10 fois ce chiffre. Il veut même pas l'écouter. On l'envoie en prison. Au bout de quelques semaines, le roi se languit de son conseiller et va le voir en prison en lui disant, je comprends pas, t'es quelqu'un d'intelligent. Pourquoi tu m'as menti aussi effrontément, sortez bien. Et il répond, Majesté, je vous ai pas menti. J'ai fait le compte, ça a pris un peu plus de temps que prévu, des bonnes actions que j'avais faites et de l'argent que j'avais distribué aux nécessiteux. Et le chiffre que je vous ai donné de 10 millions, c'était le chiffre que j'ai donné aux nécessiteux. C'est mon seul capital. Tout ce que je possède de matériel sur cette terre, demain, peut partir en fumée. Ce que j'ai donné, ça c'est mon capital. Alors on peut dire quelque chose de métaphysique à l'occasion de cette Israël Tzedaka Baikalita dont vous avez pris l'initiative et que vous avez organisé avec vos bras droits, avec Ariel Kandel, avec Michel Nakache en quelques semaines. C'est qu'il y a dans le judaïsme une insistance sur la dimension du temps. Le judaïsme se meut dans le temps beaucoup plus que dans l'espace. Et il y a un penseur du judaïsme que vous connaissez bien, que votre père appréciait aussi, qui était Abraham Eshel, l'américain Abraham Eshel. Les bâtisseurs du temps. Et voilà. Et dans les bâtisseurs du temps, il insiste sur le fait que l'économie de la rédemption dans le judaïsme, elle se situe dans la dimension temporelle et non pas dans la dimension spatiale qui est trop occupée par des objets, par l'idolâtrie des objets. Vous partagez, vous, cette pensée, cette inspiration profonde? Tout à fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a fixé cette opération par rapport au temps. À la veille de Pourim. À la veille de Pourim, oui, alors, où nous avons cette obligation religieuse de donner aux pauvres.
De donner aux pauvres. Voilà, donc vous répondez à la question, c'est-à-dire que la dimension du temps est fondamentale dans le judaïsme, et le judaïsme, disons, nous contraint, nous sommes, de nous détourner de l'idolâtrie des objets. À titre personnel, vous sentez menacé par cette idolâtrie des objets, bien ou sûr, parce vous que vous en défendez? Bien sûr, parce que comme beaucoup d'entre nous, je suis attiré par le monde de la consommation, que ça fait plaisir de s'offrir des bons objets, bien sûr, donc il y a cette tentation, et c'est la raison pour laquelle quand on nous propose de participer à ce type d'opération, il faut le faire tout de suite. Alors, faut pas attendre ce qu'on appelle en hébreu, on dit zariz ba mitzvah, c'est-à-dire quand il y a quelque chose de bien à faire, faut pas le remettre au lendemain. Voilà, fais tout de suite ta mitzvah. Hein. La tzedaka que nous évoquons, vous prenez donc la tête d'une tzedaka Israël, Mark Eisenberg, qui a lieu toute la journée d'aujourd'hui, en partenariat avec les radios juives, bien sûr, depuis Studio Kalita à Jérusalem. Est-ce qu'elle s'inscrit dans l'économie de la rédemption? Est-ce qu'elle participe à ce que l'on appelle, notamment dans la pensée kabbalistique, le tikkun olam, la réparation du monde? C'est un bout de la réparation du monde, mais ça passe même avant. Je dirais ça que passe même avant. Ça passe même avant. C'est un prérequis. Avant de s'occuper de la réparation du monde au sens large, déjà, réparons les injustices de la vie à ceux qui sont à côté de nous. Comment peut-on passer à côté de quelqu'un dans la rue qui tend la main et qui a besoin de vivre? Alors, on n'a pas toujours envie, on se dit, mais est-ce que cette personne mérite? Mais pour que quelqu'un en soit à tendre la main, sa situation est sans doute vraiment pas bonne. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est de le faire de manière organisée. On veut donner aux gens avec des dossiers qui définissent des critères, quelles sont les familles qui ont le plus besoin d'être aidées. On veut le faire de manière un peu professionnelle, mais évidemment, c'est un besoin auquel il faut répondre. Alors, vous évoquez les dossiers. Bien sûr, c'est des dossiers qui sont remplis qui sont, documentés et instruits par les associations partenaires de Kalita. Voilà, par les ministères de la solidarité, par les municipalités et par Kalita en direct qui reçoit beaucoup d'appels de secours urgents chaque semaine, chaque jour, et auquel il faut pouvoir répondre. Alors, vous savez bien, parce que vous connaissez bien la pensée juive, que chez Lévinas, il y a une réflexion sur le tiers. Ils nous mettent en garde aussi contre le fait que le visage du pauvre nous cache le tiers, c'est-à-dire nous empêche d'accéder à la dimension de la justice universelle. Qu'est-ce que vous pensez de cette mise en garde lévinassienne? Il faut toujours faire attention. Mais moi, je pense plutôt à un autre tiers, là. Je pense que pour les juifs français, ils ont de la chance quand ils vont pouvoir donner 100 € et ça ne leur coûtera qu'un tiers de leur don. Évidemment, il faut toujours faire attention. Comme disait Manitou, il faut pas que la cache-route cache la route. C'est pas parce que j'ai fait un don que je me suis exonéré de tous mes obligations morales, voire religieuses si je les souhaite. Bien sûr. Mais ça, c'est un prérequis, encore une fois. Alors, il faut commencer par ça. Pour vous, Mark Eisenberg, on peut le dire, la cache-route ne cache pas la route, pour reprendre la formule de Manitou. Vous êtes un philanthrope très engagé dans la communauté depuis de nombreuses années. Vous avez contribué à financer beaucoup d'opérations semblables. Pourquoi alors avoir inventé cette année, en 2020, cette opération spécifique qui s'appelle Israël Tzedaka by Kalita? Je reviens à nos propos liminaires. Liminaire. On donne tous à beaucoup d'œuvres qui ont vraiment des mérites et qui sont relativement indispensables. Et parfois, on oublie ce premier devoir qui est d'aider les gens à se nourrir, à se vêtir et à se loger. Et en constatant l'existence de ces familles, encore une fois, plus de 1000 familles identifiées qui vraiment sont dans le besoin et pour lesquelles 200 € par mois vont commencer à changer la vie. Je me suis dit, il faut absolument augmenter l'action déjà remarquable faite par des associations en Israël et augmenter les chiffres. Les associations aujourd'hui aident 300, 400, 500 familles et pas de manière suffisante en raison de moyens limités. Nous voulons passer à 1000 familles, et 1000 familles, ça représente 4-5 000 personnes, ça change la vie de ces gens. Mark Eisenberg, on se retrouve juste après une autre page en couleur. On fait la semaine
semaine continue, journée spéciale Israël Tzedaka by Kalita. Je suis en compagnie de Marc Eisenberg qui préside Kalita après l'avoir fondée il y a maintenant quelques années. Marc Eisenberg, on évoquait évidemment le sens religieux, métaphysique, philosophique de la Tzedaka. Les besoins matériels de mon prochain sont des besoins spirituels pour moi. C'était le rabbin lituanien Israël Salanter. Ça a une signification très profonde en cette journée du 8 mars. C'est une très belle phrase. C'est une très belle phrase, voilà. Et c'est ce qui résume l'esprit de la Tzedaka. Vous y pensez vous-même, dans Bien votre sûr. activité de philanthrope. Bien sûr. Et ce qui m'a guidé dans cette opération, c'est le fait de faire une action en partenariat avec le maximum d'institutions, de synagogues, de philanthropes, pour montrer qu'on ne fait rien contre les institutions existantes, qu'on se félicite du travail qu'ils font, mais qu'on fait ensemble pour faire plus. Et l'avantage de cette opération, quand on réfléchit, vous m'avez posé la question, pourquoi donner à cette opération plutôt qu'une autre, puisqu'il en existe heureusement beaucoup d'autres. Le thème, lutter concrètement contre la pauvreté. Deuxièmement, les conditions matérielles, 100% du don qui arrive aux familles. Troisièmement, les conditions de déduction fiscale qui en France sont formidables. Vous donnez 100 €, ça ne vous en coûte que 35. Troisième raison, on matche les sommes. Avec 2 ou 3 amis philanthropes, nous allons matcher les sommes que vous donnez. Donc quand quelqu'un donnera 100 €, c'est 200 € qui arriveront aux familles. En d'autres termes, si vous donnez 100 €, ça vous coûte réellement pour vous que 35, et vont arriver aux familles 200. Oui. Vous avez multiplié par 6, par 6 votre réel don. Voilà, c'est une sorte de spéculation généreuse. Voilà. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'opérations qui vous permettent de multiplier par 6 votre don? Donc, chaque fois que vous allez réfléchir, je veux participer, mais combien je donne? Pensez à ça. 1 € de plus, 6 € pour une famille. Alors, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, vous savez bien, il y a un discours omniprésent, notamment en France, dans les médias français, à gauche, mais pas seulement à gauche, de diabolisation de la finance. C'est idiot. La finance, elle n'est pas par essence bonne ou mauvaise. Il y a une finance vertueuse, il y a même une finance généreuse, une finance qui peut favoriser le recède. C'est comme la langue d'Ésope. Il y a le meilleur et il y a le pire. Et évidemment, il y a une finance vertueuse. Et évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui profitent d'avoir pu, pendant leur vie professionnelle, gagner de l'argent. Et dans la société capitaliste, on peut gagner éventuellement beaucoup d'argent pour ensuite répandre le bien et aider ceux qui en ont besoin. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que là, ça ne s'adresse pas seulement à des grands philanthropes, c'est que chacun peut et doit donner, et que chaque euro sera utilement utilisé. Peut donner à la mesure, bien sûr, de sa fortune personnelle Voilà. Et je vous rappelle que puisque vous m'avez posé la question sur l'obligation religieuse, normalement, c'est ce qu'on appelle le maaser. C'est 10% de ses revenus. Donc, donner 10% de ses revenus, c'est beaucoup. Donc, je pense qu'il doit rester quelques réserves parmi nos auditeurs. Alors donc cette opération s'appuie sur un fonds d'urgence pour l'aide aux LIM en situation de précarité. Vous habitez en Israël, vous êtes citoyen israélien aussi, Marc Eisenberg, vous êtes un observateur acéré de cette société. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a, on va dire, pour employer un mot cher aux Français, une fracture sociale qui est plus accusée en Israël aujourd'hui qu'en France ? Je pense qu'il y a une fracture sociale, mais qui n'est pas plus accusée en Israël qu'en France. Quand on voit le mouvement des Gilets jaunes en France, on se rend compte également de cette fracture sociale. Donc, elle n'est pas plus accusée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on s'intéresse à cette population de Olim francophones, c'est comme on l'a dit, ils ne bénéficient pas des aides sociales qui existent en France, premièrement. Et deuxièmement, quand vous êtes un immigrant d'il y a 2 ans, d'il y a 5 ans, c'est beaucoup plus difficile pour vous, dans un pays dont vous ne maîtrisez mal la langue, vous ne connaissez pas les codes, vous n'avez pas de réseau, c'est beaucoup plus difficile de résister au moindre accident de la vie que ça ne l'est dans votre pays d'origine, en l'occurrence en France. C'est pour ça que cette population, elle est en particulier danger, et que c'est pourquoi il faut l'aider spécialement. Est-ce qu'on peut dire que Jérusalem, qui est, disons, un grand centre religieux aujourd'hui en Israël, développe naturellement des réseaux de solidarité communautaire en direction des plus pauvres, qui sont plus intenses que, disons, dans la grande métropole tel-avivienne, où il y a plus d'individualisme, plus d'atomisation. C'est vrai, mais il faut reconnaître aussi que à Tel Aviv, entre guillemets, il y a moins
de pauvres qui n'ont pas pu s'installer à Tel Aviv parce que la vie et l'immobilier est beaucoup plus cher. Donc, pendant la préparation de cette opération Solidarité en action, nous avons parlé avec de nombreux francophones, de nombreux Israéliens, de nombreux Français, et nous avons constaté que beaucoup ne connaissaient pas cette réalité. Que beaucoup, 1000 familles, mais vous exagérez. Malheureusement, je pense que ce chiffre de 1000 familles, il est sous-estimé. Si on arrive, grâce à cette opération, à aider ces 1000 familles, j'en serais très heureux, grâce à la générosité de chacun, mais il y en a sans doute plus. Donc, la méconnaissance de la situation telle qu'elle existe à Jérusalem, avec effectivement un mouvement caritatif assez fort pour aider ces gens-là, elle est différente de Tel Aviv pour les raisons financières qu'on a évoquées. Marc Eisenberg, vous êtes citoyen israélien, vous avez un amour chevillé au corps d'Israël. Mais toujours citoyen français également. Mais vous êtes toujours citoyen français, donc vous êtes vraiment dans les deux pays. Et participant beaucoup à la vie de la communauté française et en aidant notamment, vous le savez, les écoles de l'Alliance israélite universelle. Donc vous êtes le président mondial. L'éducation est également un combat très important. Mais peut-être d'abord, il faut commencer par nourrir chacun. Alors, la situation politique en Israël est très évolutive, on ne va pas la commenter. En revanche, on peut espérer qu'Israël sorte de sa longue crise politique débutée il y a maintenant près de 14 mois. Est-ce que vous avez un souhait à formuler pour Israël et pour les communautés juives? Clairement, cette crise a trop duré. Cette crise a trop duré parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de ministères sont à l'arrêt. Les budgets ne sont pas votés et de nombreux projets sont complètement arrêtés alors qu'ils avaient été plus ou moins décidés et parfois définitivement, notamment dans le domaine éducatif. Le ministère de l'Éducation a bloqué des projets pour lesquels dans des écoles, des professeurs ont été engagés. Ça pose des problèmes de financement énormes et quelle que soit l'orientation politique, je pense que c'est important pour Israël de retrouver un gouvernement qui prenne des décisions. Et que l'autorité de l'État soit entre guillemets rétablie. Maintenant, il faut avoir conscience. On a vu que ces élections qui n'ont pas encore rendu tout leur verdict, on peut dire, c'est ainsi qu'on l'a commenté sur les ondes de nos radios, que c'était un succès pour le Likoud, mais pas encore une victoire pour la droite, tant qu'elle n'aura pas réussi à faire un gouvernement. Et malheureusement, il n'est pas exclu qu'on se retrouve encore dans une situation de blocage. C'est quelque chose qui est possible. Évidemment, mon souhait, c'est qu'on prenne plus en compte la nécessité d'aider cette alia de France, parce que c'est l'intérêt de l'État d'Israël. C'est un intérêt économique, c'est un intérêt spirituel, c'est un intérêt culturel qu'il y ait des Juifs de France qui fassent leur alia. Ceux qui veulent pas, c'est un choix tout aussi respectable. Mais ceux qui veulent et qui font ce choix difficile, il faut qu'ils sachent qu'en Israël, on va les aider un maximum et qu'ils ne seront pas en dessous du seuil de pauvreté. Alors, on refait la semaine, dure encore quelques minutes. Marc Eisenberg, disons, la personnalité de Binyamin Netanyahou ne vous est pas inconnue. On ne sait pas encore à quelle fonction la roulette russe des négociations actuelles. La question avec Binyamin Netanyahou, c'est s'il réussit à former un gouvernement, la question est, mais pour combien de temps? Autrement dit, compte tenu de ces aléas judiciaires, des questions qui sont posées à la Cour suprême et de la suite de son procès qui va démarrer dans une semaine, il n'est pas sûr que s'il réussit à former un gouvernement, ça soit plus que pour 1 an ou 2 ans. Avec en plus une accélération des cycles dont Israël est aussi un des théâtres. Absolument. Donc, il vaut mieux qu'il y ait un gouvernement quel qu'il soit. Sachons quand même qu'il est peu probable qu'on attende 4 ans avant de retourner aux urnes en Israël. Alors si c'est lui, est-ce que vous avez le sentiment que Binyamin Netanyahou a pris conscience que la fracture sociale en Israël est une réalité et que les politiques, disons néolibérales, auxquelles il a dans un premier temps adhéré, ont peut-être contribué à l'aggraver? Je ne sais pas s'il a vraiment pris conscience de cette situation.
Israël économiquement est une réussite extraordinaire, malheureusement, avec effectivement la fracture sociale que vous décrivez, des riches qui deviennent plus nombreux et plus riches, et des pauvres aussi plus nombreux et plus pauvres, une classe moyenne qui se réduit comme peau de chagrin. Qu'est-ce qu'il fera pour lutter contre cette fracture sociale? Je ne sais pas. Il se peut que les jeux politiques fassent qu'à sa coalition s'ajoute le parti Gesher, qui a une fonction sociale et qui pourrait pousser à prendre un certain nombre de mesures sociales. Sachant que Mark Eisenberg, aussi dans une partie de la droite nationale religieuse, du sionisme religieux, il y a une sensibilité sociale très développée aussi. Notamment à laquelle se revendiquent les chasses. Voilà. Entre autres. Mais il faut voir à destination de qui. Et il faut bien que que ce soit réparti également cette dimension sociale, pas à quelques communautés précises, ultra-orthodoxes ou russes, mais qu'elle soit répartie à l'ensemble de la communauté. Et donc ce que j'espère évidemment, c'est que, prenant conscience de la difficulté de certains juifs qui ne veulent plus rester en France pour les raisons sécuritaires que l'on connaît, qu'ils puissent venir en Israël avec une aliyah bien préparée, avec un soutien bien plus important que le gouvernement israélien. Nous avions démontré il y a 2-3 ans, dans une étude scientifique, économique, validée par les meilleurs économistes d'Israël et faite par l'université de Bar-Ilan, que 1 shekel investi par l'État d'Israël dans l'émigration et l'intégration des olim français rapportait à l'État 14 shekels en 9 ans. C'est quand même un rendement intéressant, ce qui prouve qu'en dehors de concepts idéologiques, c'est l'intérêt de l'État de faire un effort pour accueillir ces immigrants, et on espère que tout prochain gouvernement, quel qu'il soit, prendra en compte beaucoup plus qu'aujourd'hui cette situation et aidera l'intégration et préparera mieux le départ de ceux qui souhaitent partir, encore une fois, avec tout le respect qu'on doit pour ceux qui prennent une décision différente. Je ne donnerai de leçons à personne. Moi, j'ai vécu plus de 60 ans en France, heureux comme un juif en France. Donc, il n'y a pas de leçons à donner, mais il faut aider ceux qui prennent ce choix. Et ça, c'est en partie un problème de budget. Et si l'État donnait à cette population française le même budget qu'il donne aux Russes, ça changerait la situation. On imagine que vous allez, vous, Mark Eisenberg, vous y employer de toutes vos forces dans les mois qui viennent. Bien sûr. Merci beaucoup d'être venu évoquer l'Israël Tzedaka Baikalita, dont vous avez pris évidemment l'initiative avec vos équipes à Jérusalem et qui relayait toute la journée sur les ondes des radios juives. Vous reviendrez bien sûr quand vous voulez sur Radio J évoquer toutes ces perspectives pour Israël. Merci Mark Eisenberg. Merci beaucoup Alexis Lacroix et surtout merci aux auditeurs pour leur générosité aujourd'hui.